Bonsoir. Avez-vous déjà souhaité de vivre délibérément et d'affronter uniquement les faits essentiels de la vie? C'est précisément ce à quoi aspirait le philosophe Henri David Thoreau en décidant de vivre seul dans les bois pendant 2 ans, au bord de l'étang de Walden. Son but, réduire la vie à l'essentiel, se libérer des distractions et découvrir ce qui compte vraiment. Ce soir, je vous invite à suivre son expérience unique. Une histoire sans drame ni conflit, mais emplie de poésie, de contemplation et de réflexion philosophique. Walden, ou la vie dans les bois, est une œuvre contemplative et philosophique, un voyage intérieur qui apaise l'esprit et invite à réfléchir sur la simplicité et le sens de notre existence. Cette version abrégée et adaptée pour vous accompagner dans le sommeil n'a pas la prétention de capturer toute la profondeur de l'œuvre originale, mais elle aspire à vous offrir un moment de calme et d'évasion pour vous aider à plonger dans les bras de Morphée. Bonne écoute et douce nuit. Lorsque j'écrivis les pages suivantes, je vivais seul dans les bois, à une distance d'environ 2 kilomètres de tout voisinage, dans une maison que j'avais bâtie de mes mains. Ce fut un lieu de réflexion et de retrait, situé sur les bords de l'étang de Walden, à Concorde, aux États-Unis. Pendant 2 années et 2 mois, je me dévouais à une expérience personnelle et spirituelle, destinée à explorer ce que signifiait véritablement vivre. Pourquoi choisir un tel isolement? Nombreux sont ceux qui m'ont posé cette question. Certains s'inquiétaient de mon bien-être physique, d'autres de mon état mental. Pourquoi cette solitude? Me demandaient-ils. À cela, je réponds que ce n'était pas tant la solitude que je cherchais, mais l'essence même de la vie. Je voulais m'immerger dans la simplicité, réduire l'existence à ses termes les plus élémentaires. Je partis dans les bois parce que je voulais vivre profondément et aspirer toute la moelle de la vie, vivre si solidement et si spartiatement que je puisse mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie. Dans notre monde, nous sommes souvent distraits par 1000 préoccupations futiles. Les hommes labourent leurs champs, accumulent des biens, mais dans ce tumulte, combien vivent réellement? Combien écoutent la voix de leur propre âme? L'existence que mènent généralement les hommes est une vie de tranquille désespoir, ai-je écrit, et cela me semblait d'autant plus vrai chaque jour où je me tenais à l'écart de la civilisation. Mon choix de m'installer à Walden n'était pas un rejet pur et simple de la société. C'était une tentative de la comprendre à travers une distance critique. J'ai souvent pensé que le véritable progrès réside moins dans l'accumulation des possessions matérielles que dans l'enrichissement de l'esprit. Le luxe, en général, et beaucoup du soi-disant bien-être, non seulement ne sont pas indispensables, mais sont un obstacle positif à l'ascension de l'espèce humaine. Avec ces réflexions, j'ai commencé à bâtir mon petit refuge, une cabane simple, faite de bois brut et de clous récupérés. Tout cela fut accompli avec un investissement modeste et beaucoup de travail de mes mains. Je me rappelle avoir noté que ma maison n'était pas seulement un abri, mais un symbole. Une structure construite non pas pour impressionner ou s'imposer, mais pour répondre à mes besoins essentiels. Il est facile de vivre selon les attentes de la société, mais cela ne mène qu'à une routine monotone et stérile. À Walden, je pouvais choisir de me lever avec le soleil, de méditer sur la beauté de l'aube, ou d'écouter le silence des nuits étoilées. Combien de matins ai-je volé, préférant passer la part la plus précieuse du jour à ne rien faire, car j'étais riche, certes pas en argent, mais en heures de soleil et en journées d'été, et je les dépensais sans compter. Ces instants, loin des contraintes du travail imposé, n'étaient pas des pertes, mais des trésors.
et je n'éprouve aucun regret à ne pas en avoir gâché davantage dans un atelier ou à mon bureau de professeur. Cette vie exigeait néanmoins une discipline. Se libérer des chaînes de la société ne signifie pas sombrer dans le désordre. Au contraire, cela demande une organisation rigoureuse et une attention constante à l'essentiel. Ainsi, j'apprenais à simplifier mon existence, à distinguer ce qui était vraiment nécessaire de ce qui ne l'était pas. Notre vie est gaspillée par les détails. Simplifier, simplifier. Ce récit, bien que personnel, n'est pas une autobiographie au sens strict. Il est une invitation à explorer les territoires inconnus de l'âme humaine, à se libérer des habitudes et des certitudes qui restreignent notre horizon. Chacun porte en soi un continent inexploré, des mondes entiers d'idées et de rêves en attente de découverte. Soyez un Christophe Colomb pour ces terres intérieures. Ouvrez de nouvelles voies navigables, non pas pour le commerce, mais pour la pensée, et laissez ces expéditions enrichir le sens de votre vie. Je n'écris pas pour être imité, mais pour inspirer cette quête intime et essentielle. Dans ce sens, ce livre s'adresse à tous, mais peut-être en particulier aux jeunes, à ceux qui, comme moi à une certaine époque, cherchent un sens à leur vie au milieu du tumulte moderne. Si mes mots peuvent éveiller une étincelle, inspirer une quête ou simplement provoquer une réflexion, alors mon objectif sera atteint. Je revendique de tout écrivain, tôt ou tard, le récit simple et sincère de sa propre vie. En commençant cette aventure, je n'avais pas d'ambition grandiose. Je voulais simplement répondre à une question qui me hantait depuis longtemps. Qu'est-ce qu'une vie pleinement vécue ? Lorsque je décidai de m'installer au bord de l'étang de Walden, ce ne fut pas par caprice, mais bien par dessein. Je voulais une maison qui soit en accord avec mes besoins réels, et non une construction dictée par les attentes sociales. Ainsi, naquit l'idée d'une cabane simple, bâtie de mes mains, avec des matériaux que je pouvais me procurer aisément. Construire cette demeure fut une étape essentielle de mon voyage spirituel. C'était une manière de me reconnecter à la terre, de faire corps avec elle. Chaque planche sciée, chaque clou enfoncé était un acte de création, mais aussi une leçon d'humilité. J'apprenais que la véritable richesse ne réside pas dans la possession, mais dans la capacité de façonner ce qui est nécessaire avec ses propres moyens. Il y a, dans la construction d'une maison, quelque chose de naturel, comme un oiseau qui bâtit son nid. Qui sait si, tout comme l'oiseau, nous ne pourrions pas construire nos maisons et vivre de façon simple et sereine. Peut-être que, dans ce processus, nous trouverions une sorte de poésie, comme les oiseaux qui chantent en construisant leur nid, joyeux et libres. Ma cabane mesurait environ 3 mètres de large sur 4 mètres de long. Modeste pour certains, mais parfaitement adaptée à mes besoins. Les murs étaient faits de planches grossièrement ajustées et le toit, couvert de tuiles de pin, offrait une protection suffisante contre la pluie et le vent. Une petite cheminée me permettait de rester au chaud durant les nuits d'hiver, et une fenêtre s'ouvrait sur la forêt, laissant entrer la lumière et l'air frais. Ce n'était pas une demeure luxueuse, mais une maison sincère. À quoi bon accumuler des pièces inutilisées ou des décorations superflues? Chaque élément avait sa fonction, et rien n'était là par hasard. En cela, ma cabane était le reflet de ma philosophie, une vie où chaque chose a sa place, où rien n'est superflu. Bâtir cette cabane ne fut pas sans défi. Je dus apprendre à manier les outils, à scier le bois et à assembler les pièces.
C'était un travail lent et laborieux, mais aussi gratifiant. Chaque soir, je regardais les progrès accomplis avec une satisfaction que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement une cabane que je construisais, mais aussi un refuge pour mon âme. Nous n'avons qu'à concevoir et construire ce dont nous avons absolument besoin. Tout le reste viendra comme un luxe. Pour les matériaux, je m'approvisionnais principalement auprès des fermiers locaux. Beaucoup furent surpris par mes demandes modestes. L'un d'eux, en particulier, me vendit de vieilles planches à un prix si bas qu'il insista pour que je les prenne presque gratuitement. Je les acceptai avec reconnaissance, non pas parce que je manquais de moyens, mais parce qu'elles représentaient exactement ce dont j'avais besoin. Rien de plus, rien de moins. Cette cabane était bien plus qu'un abri. Elle incarnait ma vision d'une existence dépouillée de tout artifice. À travers sa simplicité, je cherchais à comprendre ce qui est réellement nécessaire pour vivre. Avons-nous vraiment besoin de vastes demeures, de meubles luxueux ou d'objets accumulés pour impressionner nos voisins? Ou bien, cela nous éloigne-t-il de ceux qui comptent vraiment? Nos maisons sont des mausolées, où nous enterrons nos ambitions et nos rêves sous le poids des possessions. Et lorsque le fermier possède enfin sa maison, il se peut qu'au lieu d'en être plus riche, il en soit plus pauvre, et que ce soit la maison qu'il possède, transformant ce qui devait être un refuge en un fardeau. En construisant ma cabane, je découvris une liberté insoupçonnée. Chaque clou enfoncé me rapprochait un peu plus de cette vie délibérée que je recherchais. Ici, je pouvais me tenir debout, non pas comme un serviteur des conventions sociales, mais comme un homme en accord avec lui-même. Chaque matin, je me réveillais doucement au chant des oiseaux, accompagné de la lumière douce du soleil qui se faufilait lentement à travers les arbres. Chaque nouvelle journée semblait être une invitation sereine à simplifier ma vie, à la rendre aussi pure et paisible que la nature elle-même. Le matin, ce moment précieux de la journée, est le plus mémorable. C'est à cet instant que notre esprit est le plus éveillé, un instant suspendu où pendant une courte heure, une partie de nous émerge doucement du sommeil, tandis que tout le reste de la journée et de la nuit reste calme. Comme les Védas le disent si bien, toutes les intelligences s'éveillent avec le matin. Puis, les heures passaient paisiblement, rythmées par les doux bruits de la forêt, le craquement des branches sous le vent léger, le murmure apaisant de l'air dans les feuilles, et parfois, un animal traversant silencieusement mon chemin, comme une ombre discrète qui glisse dans le calme. J'avais dans cette façon de vivre au moins cet avantage sur les gens obligés de chercher leur amusement au dehors, dans la société et le théâtre, que ma vie elle-même était devenue mon amusement, et jamais ne cessa d'être nouvelle. Chaque instant, chaque souffle de la nature était une source inépuisable de plaisir et de découverte. À l'intérieur, ma cabane était un espace de calme et de réflexion. Une table, une chaise et un lit constituaient tout mon mobilier. J'y passais de longues heures à écrire, à lire ou simplement à contempler le paysage. Ces moments de solitude n'étaient pas une fuite, mais une immersion dans la plénitude du présent. Je m'assis sur un tronc d'arbre tombé, observant l'eau claire de l'étang, et je réalisais que j'étais plus riche à cet instant que je ne l'avais jamais été dans les salons dorés de la société. Mon expérience de la construction de cette cabane m'a appris que le véritable luxe ne réside pas dans ce que nous possédons,
mais dans ce que nous savons apprécier. La simplicité n'est pas une privation, mais une libération. En réduisant mes besoins, j'ai découvert une abondance que je n'aurais jamais soupçonnée. La richesse d'un homme se juge à la quantité de choses dont un homme peut se permettre de ne pas s'occuper, et en simplifiant ma vie, je comprenais que la véritable opulence résidait dans cette liberté. Cette cabane n'était pas seulement mon refuge, elle était aussi une déclaration. Elle disait au monde que nous pouvons vivre avec moins, que nous pouvons retrouver un équilibre en nous éloignant de l'excès. Ce n'était pas un retour en arrière, mais une avancée vers une vie plus authentique. Lorsque je m'installai dans ma cabane au bord de l'étang de Walden, le silence fut mon premier compagnon. Un silence immense et profond, si différent du tumulte de la société. Je me souviens des premières nuits où, allongé sur mon lit rudimentaire, j'écoutais le bruissement des feuilles, le murmure de l'étang et parfois le cri lointain d'un oiseau nocturne. Ces sons, si subtils et pourtant si riches, me semblaient être les paroles de la nature elle-même, m'accueillant dans son royaume. Ce n'est pas la solitude, mais une autre sorte de compagnie que je trouvais ici, une compagnie pleine de sagesse et de douceur. Les premiers jours furent une période d'adaptation. Dans la société, nous sommes habitués à être constamment entourés, par des voix, des visages, ou même simplement par le bruit de la ville. Ici, je devais apprivoiser la solitude, m'y confronter non comme à une ennemie, mais comme à une alliée. Au début, il y eut des moments de doute. Le silence, parfois, semblait trop lourd, presque oppressant. Mais peu à peu, je compris qu'il n'était pas vide, mais empli de signification. Il portait en lui des leçons que je ne pouvais apprendre qu'en étant seul. J'appris que l'homme ne peut se trouver qu'en se perdant dans la nature. Mes journées étaient rythmées par des tâches simples. Ramasser du bois pour le feu, puiser de l'eau à l'étang et m'occuper de mon champ de haricots. Chaque activité, bien que modeste, était empreinte d'une sérénité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je vivais selon le soleil et les saisons, non selon les horloges et les calendriers. Je découvris dès lors que la nature, à chaque instant, s'occupe de votre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin. Ne lui résistez pas, car c'est dans cette harmonie que réside le véritable apaisement. Je passais de longues heures à marcher dans les bois, à écouter le chant des oiseaux ou à observer les insectes qui s'activaient dans l'herbe. Ces moments, bien qu'apparemment insignifiants, me donnaient un sentiment d'harmonie profonde avec le monde qui m'entourait. La solitude m'offrait un espace pour réfléchir. Dans le tumulte de la société, nos pensées sont souvent noyées dans le bruit. Ici, elles prenaient une clarté nouvelle. L'homme véritablement libre est celui qui sait savourer le moment présent, sans regret du passé ni crainte de l'avenir, et c'est dans cette simplicité que j'apprenais à me libérer de mes chaînes invisibles. Je méditais sur la vie, sur la nature et sur la place de l'homme dans l'univers. Je découvris que la richesse véritable ne réside pas dans l'accumulation des biens, mais dans la capacité d'apprécier les merveilles simples de la vie. Il n'y avait pas de distractions inutiles à Walden. Chaque pensée, chaque émotion était pleinement ressentie. Cela me permit de faire face à des questions que j'avais souvent évitées. Qu'est-ce que je désirais réellement dans la vie? Qu'est-ce qui avait vraiment de la valeur? Bien que je fusse seul, je n'étais jamais totalement isolé. La nature elle-même était une présence constante, vibrante. Un jour, alors que je méditais près de l'étang, un héron s'approcha à pas lents.
Ses mouvements gracieux et son regard perçant semblaient empreints d'une sagesse ancestrale. Ces créatures, si éloignées de nos préoccupations humaines, semblent pourtant porter en elles un fragment du mystère de la vie. Parfois, je tombais sur des écureuils qui s'aventuraient jusqu'à ma porte, curieux de découvrir ce nouvel habitant des bois. Ces rencontres, bien qu'éphémères, étaient pour moi une source de joie et d'émerveillement. La solitude m'enseigna l'art de vivre dans le présent. Dans la société, nous sommes constamment projetés vers l'avenir ou enfermés dans le passé. Ici, chaque instant avait une intensité propre. La lumière du matin qui dansait sur l'eau, le vent qui faisait chanter les feuilles, tout cela devenait une source d'émerveillement. L'homme véritablement libre est celui qui sait savourer le moment présent, sans regret du passé ni crainte de l'avenir. Il est curieux de constater que, dans cette solitude, je me sentais parfois plus connecté au monde qu'au milieu de la foule. Loin du tumulte, je pouvais percevoir des vérités universelles. Je sentais une unité avec la nature, une appartenance à quelque chose de plus grand que moi. Ce sentiment de connexion s'étendait parfois aux hommes, bien que je fusse loin d'eux. Je pensais à ceux qui vivaient leur vie dans la routine et l'agitation, et je souhaitais qu'ils puissent, eux aussi, trouver leur propre Walden. Vivre au bord de l'étang de Walden, c'était vivre au rythme de l'eau, des vents et de la lumière. Chaque jour, cet étang était une source d'émerveillement, un miroir des cieux et un refuge pour la vie sauvage. Il était bien plus qu'un simple plan d'eau. C'était un univers en soi, une fenêtre ouverte sur les mystères de la nature. L'étang est un œil de la terre, regardant vers le ciel. Il reflète non seulement ces nuages flottants, mais aussi la profondeur infinie de l'âme humaine. Dès le premier jour, l'étang devint mon compagnon le plus fidèle. Il m'accueillait chaque matin avec sa surface calme, parfois voilée de brume, parfois scintillante sous les rayons du soleil. Les ondulations légères causées par le vent semblaient chuchoter des secrets que seul un esprit attentif pouvait saisir. Je passais de longues heures à contempler ces eaux. Parfois, je voyais des poissons sautant à la surface ou des libellules effleurant l'eau. Ces scènes, bien qu'apparemment banales, avaient une beauté et une grâce qui semblaient contenir toute la poésie du monde. La nature est un théâtre grandiose, et l'étang en est la scène principale où se jouent des drames invisibles mais puissants. L'étang de Walden était remarquablement pur. Ses eaux, d'un bleu cristallin, étaient si transparentes qu'on pouvait voir le fond même en son centre. Cette clarté, cette limpidité semblaient refléter non seulement sa propreté physique, mais aussi une sorte de pureté spirituelle. Une eau aussi pure et immaculée ne peut qu'inspirer des pensées claires et sincères. Les profondeurs de l'étang m'intriguaient également. Il était plus profond que je ne l'avais imaginé, atteignant plus de 30 mètres en son point le plus bas. Cette profondeur, je la percevais comme une métaphore de l'âme humaine, insondable, mystérieuse et toujours capable de révéler quelque chose de nouveau. L'étang changeait avec les saisons, offrant chaque jour un visage différent. En été, il était un miroir parfait, capturant le ciel bleu et les nuages blancs dans ses reflets. Les arbres environnants se tenaient comme des gardiens, projetant leurs ombres sur l'eau. Chaque saison était une leçon, et l'étang en était le professeur, révélant les subtilités de la vie à travers ses transformations. À l'automne,
les couleurs flamboyantes des feuilles se mêlaient à la surface de l'eau, créant une symphonie de rouge, d'or et d'orange. Les jours plus courts et les nuits plus fraîches donnaient à l'étang une sérénité presque mélancolique. L'hiver transformait l'étang en un désert glacé. Sa surface, prise dans une épaisse couche de glace, semblait dormir sous la neige. Pourtant, même dans ce silence figé, il y avait une vie discrète, des traces d'animaux sur la neige, le craquement de la glace sous l'effet du froid. Enfin, au printemps, l'étang renaissait. La glace fondait et ses eaux claires reprenaient vie. C'était une période de renouveau où tout semblait respirer l'espoir et la promesse d'un nouveau départ. Chaque saison est une leçon et l'étang en est le professeur. Il nous apprend que la vie, comme l'eau, est en constante évolution. L'étang n'était pas seulement un refuge pour moi, mais aussi pour de nombreuses créatures. Les oiseaux en particulier y trouvaient un havre de paix. Le matin, je voyais souvent des canards glisser doucement sur l'eau ou des hérons se tenant immobiles sur ses rives. Les grenouilles, quant à elles, étaient de véritables musiciens, leurs chants remplissant les nuits d'été. Et puis, il y avait les poissons, ces habitants discrets mais essentiels de l'étang. Leur éclat argenté et leurs mouvements gracieux rappelaient la beauté simple et essentielle de la vie. En observant ces créatures, je comprenais que nous sommes tous reliés par un fil invisible, une trame que l'étang, dans sa sagesse silencieuse, semblait tisser. Le bord de l'étang était mon lieu favori pour méditer. Assis sur un rocher ou un tronc d'arbre tombé, je laissais mes pensées vagabonder, guidées par le clapotis de l'eau. Ces moments de calme étaient profondément régénérants. Ils me rappelaient que, malgré le chaos apparent du monde, il existe une harmonie sous-jacente. L'eau est le reflet de l'âme, et l'étang, dans son calme, me montrait la voie vers la sérénité intérieure. Ces méditations me rapprochaient de la nature, mais aussi de moi-même. Loin des distractions de la société, je pouvais entendre ma propre voix intérieure avec une clarté nouvelle. Je découvrais que, dans le silence, se cachait une richesse infinie. Vivre au bord de l'étang m'enseigna l'importance de la simplicité. Ici, il n'y avait pas de place pour l'excès ou la superficialité. Tout, de la lumière du soleil aux ondulations de l'eau, était empreint d'une beauté pure et essentielle. À Walden, j'appris que la simplicité n'est pas une limitation mais une libération. En réduisant nos besoins, nous élargissons notre horizon. Au cœur des bois de Walden, le silence n'est jamais absolu. Chaque feuille qui frémit, chaque branche qui craque, chaque oiseau qui chante, compose une symphonie subtile que seuls ceux qui prennent le temps d'écouter peuvent vraiment apprécier. La forêt parle, mais dans un langage qu'il faut apprendre à comprendre. Si vous êtes attentif, chaque arbre a une histoire à raconter, et chaque vent murmure une sagesse ancestrale. Le matin, avant même que le soleil ne perce à travers la canopée dense, la forêt s'éveille doucement. Les oiseaux, encore engourdis par le sommeil, lancent leurs premiers appels, une mélodie timide mais vibrante. Les écureuils, agiles et curieux, s'élancent de branche en branche, brisant la quiétude de l'aube par leurs mouvements précipités. Je m'asseyais souvent sur un tronc tombé, les pieds nus sur la terre fraîche, écoutant ce réveil progressif. Chaque crépitement, chaque bruissement semblait faire partie d'un ordre naturel parfait.
C'était un rappel que, même dans son apparente désorganisation, la nature suit un rythme immuable. Dans la forêt, il n'y a jamais un moment de silence complet. Le vent qui s'engouffre entre les arbres produit un murmure continu, tantôt apaisant, tantôt intense. Lorsqu'il souffle fort, les arbres ploient et craquent, mais ils ne cèdent jamais entièrement. Ce son, à la fois puissant et serein, évoque la résilience de la nature face aux éléments. La forêt est une cathédrale vivante, et le vent en est l'orgue. Les insectes, si petits qu'on pourrait les ignorer, participent eux aussi à ce concert. Les grillons et les cigales ponctuent les soirées d'été de leur stridulation, tandis que les abeilles et les papillons bourdonnent doucement autour des fleurs. Ces sons, bien que minuscules, enrichissent la texture auditive de la forêt. Lorsque le soleil disparaît à l'horizon et que l'obscurité enveloppe les bois, les sons changent. Les oiseaux diurnes se taisent, cédant la place aux créatures nocturnes. Les chouettes, avec leurs appels lugubres mais fascinants, deviennent les reines de la nuit. De par leurs cris, elles représentent la pénombre éclatante et les pensées inassouvies que nous avons tous en nous, ces murmures intérieurs qui résonnent plus profondément lorsque le monde se tait. Les grenouilles, elles, entament leur chant en chœur, un véritable orchestre amphibien. Je passais souvent mes nuits à écouter ces sons, émerveillé par la vie qui continuait de s'agiter même dans l'obscurité. À travers la fenêtre de ma cabane, je pouvais entendre les branches craquer sous le pas d'un cerf ou le hurlement lointain d'un coyote. La nuit, la forêt devient un monde à part, un théâtre où la vie sauvage joue ses drames invisibles. Dans cette forêt vivante, le silence n'est jamais un vide, mais un espace d'écoute. À Walden, j'appris que le silence est une forme de communication, un moment où la nature et l'homme peuvent se rencontrer sans interférence. Au fil des jours, je réalisais que les bruits de la forêt avaient un effet apaisant sur mon esprit. Là où les bruits de la ville provoquent agitation et distraction, ceux de la nature invitent à la contemplation et à la sérénité. Ils vous rappellent votre place dans l'univers, à la fois petite et essentielle. Il y a une musique dans le silence des bois que l'homme moderne a oublié d'entendre. En écoutant la forêt, je compris qu'elle n'était pas seulement un décor, mais un écosystème vivant, une communauté d'êtres interconnectés. Chaque créature, du plus grand cerf au plus petit insecte, jouait un rôle dans cette harmonie universelle. Un jour, alors que je marchais près d'un bosquet de pins, j'entendis un pivert tambouriner sur un tronc. Ce son répétitif, à la fois trivial et hypnotisant, me fit réfléchir. Même dans ses gestes les plus simples, la nature est pleine de sens. Le pivert cherchait sa nourriture, mais il contribuait aussi, sans le savoir, à façonner son environnement. Dans la forêt, chaque son est une note de cette grande symphonie qu'est la vie. Je me demandais souvent combien de personnes passaient à côté de cette richesse sonore sans y prêter attention. Combien se pressaient à travers les bois, leurs pensées encombrées par des préoccupations futiles, sans entendre les merveilles qui les entouraient. À Walden, j'appris que l'écoute est un acte de respect. Respect envers la nature, mais aussi envers soi-même. En tendant l'oreille, nous nous reconnectons à ce qui est essentiel, à cette harmonie que nous avons trop souvent négligée. Si vous voulez comprendre la nature, commencez par l'écouter. La solitude n'est pas l'absence de compagnie,
mais une présence différente, une relation intime avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. À Walden, loin du tumulte de la société, j'ai appris à embrasser cette solitude et à en faire un allié précieux. Ce fut dans cet état de calme et de retrait que mes pensées prirent une clarté et une profondeur nouvelles. Je ne me sentais jamais seul à Walden, car la solitude est une richesse pour celui qui sait l'apprécier. Dans notre monde moderne, nous fuyons souvent la solitude, comme si elle était synonyme de vide ou de tristesse. Pourtant, c'est dans la solitude que j'ai trouvé le plus de plénitude. En m'isolant des bruits incessants de la société, j'ai découvert un espace où mes pensées pouvaient s'épanouir librement, sans contrainte ni distraction. L'homme véritablement libre est celui qui sait être seul sans se sentir isolé. Chaque jour, je m'efforçais de me retirer davantage dans le silence des bois, non pour fuir mes semblables, mais pour mieux comprendre leurs conditions. En m'éloignant physiquement, je me rapprochais spirituellement de la nature humaine, voyant avec une lucidité accrue les chaînes invisibles qui emprisonnent tant de vies. La solitude est un miroir. Elle reflète nos pensées, nos peurs et nos aspirations avec une honnêteté brutale. À Walden, je ne pouvais pas échapper à moi-même. Chaque matin, en regardant l'étang calme, je me voyais avec une clarté que la vie en société n'avait jamais permise. Ce n'est pas l'étang qui reflète le ciel, mais mon âme qui se découvre dans son miroir limpide. Cette confrontation avec soi-même peut être inconfortable, mais elle est aussi profondément libératrice. Elle nous force à abandonner les illusions et à accepter la vérité de ce que nous sommes. À Walden, j'ai appris que la solitude, loin d'être un fardeau, est une occasion de grandir. Chaque jour, je prenais le temps de méditer, souvent en marchant dans les bois ou en m'asseyant près de l'étang. Ces moments de calme étaient une pause bienvenue dans le flux constant de pensées et d'actions. Ils me permettaient de recentrer mon esprit et de trouver une paix intérieure durable. La méditation est un retour à l'essentiel, un moment où l'âme se repose et se régénère. La nature, dans sa simplicité et sa grandeur, était une source inépuisable d'inspiration pour mes méditations. Les arbres, les rochers, l'eau et le ciel semblaient tous m'inviter à contempler les mystères de l'existence. Chaque élément de la forêt devenait un maître silencieux, m'enseignant des leçons profondes sur la vie et le temps. La solitude n'est pas seulement une occasion de réflexion, mais aussi une source de créativité et de vitalité. Loin des attentes et des jugements des autres, je pouvais explorer mes pensées sans crainte ni inhibition. Pour la plupart, nous sommes plus seuls quand nous sortons parmi les hommes que quand nous restons dans notre chambre, car c'est dans le calme de la retraite que nous découvrons la profondeur de notre propre compagnie. Ce que l'homme fait dans sa solitude est le véritable reflet de son âme. En étant seul, j'ai également appris à apprécier davantage la compagnie des autres. Chaque visiteur à Walden, qu'il soit humain ou animal, était accueilli avec une gratitude sincère. La solitude m'avait appris la valeur des relations, non pas comme un besoin, mais comme un choix. Bien sûr, la solitude n'est pas sans ses défis. Il y avait des jours où elle semblait lourde, presque écrasante, mais même dans ces moments, elle m'enseignait quelque chose. Elle me montrait la force intérieure nécessaire pour faire face à mes propres peurs et incertitudes. La solitude est une forge où l'âme se façonne, un désert où l'on trouve finalement une oasis. Ces moments difficiles étaient souvent suivis de révélations profondes. La solitude, avec ses hauts et ses bas,
était un maître exigeant mais généreux. Elle m'a appris à embrasser mes faiblesses, à les accepter comme une partie essentielle de mon être. Dans un monde où le bruit et la distraction sont omniprésents, la solitude est un cadeau rare. Elle est une invitation à ralentir, à écouter, à observer. Elle nous permet de redécouvrir notre propre voix, souvent noyée dans le vacarme de la vie quotidienne. Apprenez à être seul, et vous ne serez jamais vraiment isolé. À Walden, la solitude devint mon compagnon le plus précieux, un guide silencieux mais puissant vers une vie plus riche et plus authentique. Bien que ma vie à Walden fût marquée par la solitude, je n'étais jamais totalement isolé. La nature et ses habitants étaient mes compagnons les plus constants, mais de temps en temps, des visiteurs humains venaient troubler ma retraite. Ces rencontres, bien que rares, enrichissaient mon expérience et offraient un contraste intéressant avec la paix des bois. Chaque visiteur apportait un souffle du monde extérieur, une lumière différente qui éclairait mon refuge. Ma cabane n'était pas seulement un lieu de solitude, mais aussi un espace d'accueil. Je n'avais ni serrure, ni barrière. Les portes restaient ouvertes aux âmes curieuses ou égarées qui se risquaient à s'aventurer jusqu'à moi. Les visiteurs étaient variés, des villageois, des enfants, des passants et parfois des amis venus me voir depuis Concorde. Je recevais chacun avec simplicité, leur offrant un siège rudimentaire et une tasse d'eau fraîche de l'étang. Les conversations étaient souvent légères, mais elles portaient parfois sur des sujets profonds. Les questions que mes visiteurs posaient révélaient leur propre vision du monde et souvent leurs incompréhensions face à mon choix de vie. Pourquoi vivre ainsi, seul et loin de tout, me demandait-on souvent. Et je répondais, pour être plus proche de ceux qui comptent vraiment. Certains de mes visiteurs étaient des habitants des environs, intrigués par ma présence. Ils venaient voir cet homme qui avait choisi de vivre dans une cabane, loin des conforts de la civilisation. Leurs observations étaient souvent empreintes de scepticisme, mais aussi d'une certaine admiration. Un fermier local, par exemple, venait parfois me parler de ses récoltes et de la dureté de son labeur. Il se demandait comment je pouvais vivre avec si peu. Ces conversations me rappelaient les luttes de ceux qui restent attachés à la terre, mais aussi les chaînes invisibles de leurs obligations matérielles. Je voyais dans leurs yeux un mélange d'étonnement et d'envie, comme s'ils pressentaient que ma liberté avait un prix qu'ils n'étaient pas prêts à payer. Les enfants étaient parmi mes visiteurs les plus joyeux. Ils arrivaient en riant, fascinés par la simplicité de ma cabane et la beauté de l'étang. Leur curiosité naturelle les poussait à poser 1000 questions. Où dormez-vous? Que mangez-vous? Pourquoi ne vivez-vous pas dans une vraie maison? Leur innocence me rappelait pourquoi j'avais choisi cette vie. Les enfants, avec leur pureté, semblaient comprendre instinctivement la valeur des choses simples. Pour eux, ma cabane et mon étang étaient bien plus qu'un simple refuge. Ils y voyaient un monde d'aventure, une promesse de liberté. Ils jouaient avec la vie et, dans leur jeu, percevaient les véritables lois de l'existence et ses relations profondes, bien mieux que ne le faisaient les adultes. Ces derniers, souvent prisonniers de leurs échecs, s'imaginent plus sages grâce à leur expérience, mais oublient de vivre pleinement. Les enfants, eux, voyaient en Walden ce que les adultes avaient perdu de vue, un lieu où l'imagination et la nature se rejoignent en parfaite harmonie. Parfois, des amis proches faisaient le voyage depuis Concorde pour me rendre visite.
Ces rencontres étaient des moments précieux, un lien avec le monde que j'avais laissé derrière moi. Nous parlions de philosophie, de littérature et de nos expériences respectives. Ces échanges m'apportaient une perspective différente, un rappel que ma vie à Walden n'était qu'une facette de l'expérience humaine. Mes amis me questionnaient souvent sur ce que j'apprenais ici, et je leur répondais avec une sincérité que je n'aurais peut-être pas eue dans un autre contexte. Leur présence m'enseignait une vérité importante. La solitude est précieuse, mais la compagnie, lorsqu'elle est sincère, est un trésor tout aussi vital. Tous mes visiteurs n'étaient pas humains. La forêt elle-même semblait m'envoyer des ambassadeurs, des cerfs curieux, des renards furtifs, des écureuils audacieux. Ces rencontres étaient souvent brèves mais mémorables, des rappels que je n'étais jamais seul. Un jour, un héron s'approcha de ma cabane, ses mouvements lents et gracieux capturant mon attention. Il resta là, immobile, comme pour me rappeler l'importance de l'observation silencieuse. Ces moments, bien que fugaces, avaient une profondeur qui dépassait les mots. Ces visiteurs sauvages, dans leur simplicité et leur sincérité, étaient souvent plus éloquents que bien des hommes. À Walden, j'ai appris que chaque visiteur est un professeur. Qu'il s'agisse d'un fermier, d'un enfant, d'un ami ou d'un animal, chacun apporte une perspective unique, une leçon à méditer. L'hospitalité n'est pas seulement une question d'ouverture de sa porte, mais aussi de son esprit et de son cœur. En accueillant l'autre, même brièvement, nous enrichissons notre propre existence. Ces rencontres, bien qu'occasionnelles, faisaient partie intégrante de ma vie à Walden. Elles me rappelaient que la solitude et la communauté ne s'opposent pas, mais se complètent. Dans ces brefs échanges, souvent silencieux mais riches de sens, je percevais une humanité profonde, une connexion qui transcendait les mots. Peut-on imaginer plus grand miracle que celui qui a lieu lorsque nous nous regardons dans les yeux les uns les autres l'espace d'un instant? Lorsque je choisis de m'installer à Walden, je ne cherchais pas seulement à contempler la nature, mais aussi à interagir avec elle de manière active. L'un des aspects les plus concrets de ma vie dans les bois fut la culture de mon champ de haricots. Cette humble tâche, bien que simple en apparence, m'enseigna des leçons profondes sur la vie, le travail et notre lien avec la terre. Cultiver la terre, c'est apprendre à vivre en harmonie avec elle, à respecter ses rythmes et ses exigences. Mon champ, situé près de la cabane, mesurait environ 2 acres. J'y plantais des haricots, non pas pour en tirer un profit substantiel, mais pour expérimenter une vie simple et laborieuse. Chaque graine que je semais représentait un acte de foi dans la terre, une promesse de récolte et de renouveau. Travailler ce champ était un défi. La terre, bien que fertile, demandait un entretien constant. Il fallait la labourer, l'arroser et la débarrasser des mauvaises herbes. Pourtant, loin d'être une corvée, ce labeur quotidien était une source de satisfaction. J'appris que le travail manuel, loin d'être une tâche ingrate, peut être une méditation en mouvement, un acte de création et de connexion. Chaque matin, je prenais ma houe et je me rendais dans le champ. Le soleil se levait doucement à l'horizon et la rosée scintillait sur les feuilles des plantes. Le silence des bois était interrompu seulement par le chant des oiseaux et le bruit de ma houe frappant la terre. Ces moments, bien qu'apparemment banals, étaient empreints d'une sérénité rare. Chaque mouvement était un dialogue silencieux avec la nature, une réponse aux besoins de la terre. Je sentais que, dans ce chant,
je devenais une partie intégrante de l'écosystème, une petite pièce dans l'immense puzzle de la vie. La terre, dans son humilité, enseigne à l'homme la patience, l'effort et le respect. L'un des aspects les plus exigeants du travail au champ était la lutte contre les mauvaises herbes. Ces envahisseurs semblaient repousser sans cesse, menaçant d'étouffer mes haricots. Pourtant, même dans cette tâche répétitive, il y avait une leçon à apprendre. Les mauvaises herbes, comme les distractions de la vie, nous rappellent la nécessité d'être vigilant et constant. Chaque jour, je retirais soigneusement les herbes indésirables, non pas avec irritation, mais avec une attention respectueuse. Je réalisais que, comme dans la vie, ce n'était pas la perfection qui comptait, mais l'effort constant pour maintenir un équilibre. Lorsque vint le temps de la récolte, je ressentis une immense gratitude. Les haricots que je ramassais étaient bien plus que de simples légumes. Ils étaient le fruit de mon travail, le résultat tangible de mes efforts et de ma persévérance. Chaque haricot était une preuve que, même dans la simplicité, il est possible de trouver une richesse authentique. La récolte n'était pas seulement une récompense matérielle, mais aussi une expérience spirituelle. Elle me rappelait que la vie, dans sa forme la plus essentielle, est un cycle d'efforts et de renouvellement, de semences et de moissons. Travailler la terre m'enseigna également l'humilité. La nature est à la fois généreuse et implacable. Une pluie soudaine, un été trop sec, où une invasion d'insectes pouvait réduire à néant des semaines de travail. Ces imprévus me rappelaient que malgré tous nos efforts, nous restons dépendants des forces de la nature. La terre, dans sa grandeur, ne se plie pas aux désirs de l'homme. Elle suit ses propres lois, et c'est à nous de nous y adapter. En travaillant mon champ, je sentais que je me rapprochais de la nature d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque plante, chaque goutte de pluie, chaque poignée de terre était un rappel de la complexité et de la beauté du monde naturel. Cultiver la terre, c'est cultiver son âme. C'est apprendre à voir la vie dans sa simplicité et sa profondeur. Dans un monde obsédé par l'accumulation et la consommation, le travail de la terre est une invitation à revenir à l'essentiel. Il nous rappelle que la vie ne nécessite pas d'excès, mais seulement un respect pour ce qui est nécessaire. Le champ de haricots devint pour moi un lieu d'apprentissage, un espace où je pouvais explorer les vérités fondamentales de la vie. Bien que ma cabane se trouvât au cœur des bois, isolée des agitations du monde, je n'étais pas totalement coupé de la civilisation. Le village voisin de Concors, avec ses habitants et ses activités, restait une présence constante, un rappel du monde que j'avais choisi de quitter temporairement. De temps en temps, je m'aventurais dans ces rues, non pour y chercher compagnie, mais pour observer et comprendre. Le village est un miroir de la société, un endroit où les aspirations et les faiblesses humaines se manifestent de manière éclatante. Mes visites au village étaient rares et brèves. J'y allais pour acheter des provisions ou pour répondre à des obligations administratives. Pourtant, chaque visite était une expérience riche, un contraste saisissant avec la tranquillité de Walden. Le bruit des charrettes, les discussions animées des villageois et l'agitation des enfants jouant dans les rues formaient un tableau vivant, presque chaotique. Ces scènes me fascinaient autant qu'elles me rappelaient pourquoi j'avais choisi une vie en retrait. Le tumulte du village semblait être un monde à part, une ruche humaine où chacun semblait pressé, mais rarement en paix. En me promenant dans les rues, j'étais souvent l'objet de regards curieux.
Mon apparence simple, mes vêtements usés et mon mode de vie hors norme suscitaient des questions et parfois des jugements silencieux. Pourtant, je ne ressentais ni honte ni gêne. Ces regards étaient pour moi une occasion d'examiner les attentes et les conventions de la société. Pourquoi les hommes jugent-ils leurs semblables sur leur apparence, alors que les vérités les plus profondes sont invisibles à l'œil nu? Au cours de mes visites, je parlais parfois avec les habitants du village. Le forgeron, le boulanger ou encore l'aubergiste m'accueillaient avec une certaine curiosité. Nos échanges portaient souvent sur des sujets pratiques, le prix du pain, les récoltes ou les nouvelles locales. Ces conversations, bien que simples, révélaient beaucoup sur la vie des villageois. Leurs préoccupations, leurs espoirs et leurs peurs étaient les mêmes que celles de bien des hommes à travers le monde. Pourtant, je percevais aussi une insatisfaction sous-jacente, un sentiment que, malgré leur travail et leurs possessions, quelque chose leur manquait. La richesse matérielle ne peut combler le vide d'une vie dépourvue de réflexion et de sens. Une des anecdotes les plus mémorables de mes visites au village fut mon bref passage en prison. Refusant de payer un impôt que je considérais immoral, je fus arrêté et emprisonné pour une nuit. Cet événement, bien qu'apparemment insignifiant, fut pour moi une leçon importante sur le pouvoir de la conscience individuelle face aux institutions. Mieux vaut être enfermé avec sa liberté intérieure que libre dans une société asservie. Cette expérience renforça ma conviction que l'homme doit vivre en accord avec ses principes, même si cela implique de défier les conventions sociales. Après chaque visite au village, je retrouvais avec soulagement la quiétude de ma cabane. Le contraste entre l'agitation du village et la sérénité des bois me semblait toujours frappant. À Walden, je pouvais respirer librement, loin des attentes et des jugements du monde. Chaque retour à Walden était une renaissance, une réaffirmation de la valeur de la simplicité et de la solitude. Le village voisin était pour moi une sorte de laboratoire social, un lieu où je pouvais observer les comportements humains à distance. Ces observations m'enseignaient une vérité essentielle. La société, avec ses complexités et ses contradictions, est à la fois un refuge et une prison. Le village montre ce que nous sommes devenus, mais la nature nous rappelle ce que nous pourrions être. Ma relation avec le village reflétait une dualité fondamentale, le besoin d'appartenir à une communauté et le désir de s'en affranchir. Cette tension est au cœur de l'expérience humaine. En me retirant à Walden, je ne reniais pas la société, mais je cherchais à mieux la comprendre et à trouver un équilibre entre engagement et retrait. Il ne s'agit pas de rejeter la société, mais de s'assurer qu'elle ne nous consume pas entièrement. Walden n'était pas le seul étang à orner la région. D'autres étendues d'eau, chacune avec son caractère unique, ponctuaient le paysage. Ces lieux, bien que moins centraux dans ma vie que Walden, faisaient partie de mon univers. Explorer ces étangs voisins me permettait de mieux comprendre la diversité et la richesse de la nature. Chaque étang est une fenêtre sur un monde, un miroir d'un aspect différent de la vie. Non loin de Walden se trouvait Flint's Pond, une étendue d'eau plus vaste, entourée de collines boisées. Malgré sa taille, il manquait de la clarté et de la profondeur spirituelle que je trouvais à Walden. Flint's Pond semblait plus ordinaire, plus soumis aux besoins utilitaires des hommes. Les villageois y pêchaient et y coupaient la glace pour leurs usages domestiques.
Flint's Pond est vaste, mais il ne possède pas la profondeur de Walden. La grandeur n'est pas toujours une question de dimension. Pourtant, même cet étang avait sa beauté. Les roseaux qui bordaient ses rives abritaient une riche vie sauvage, et son eau calme reflétait les cieux avec une simplicité élégante. J'y marchais parfois, appréciant sa tranquillité, tout en réalisant qu'il ne pouvait rivaliser avec Walden en termes d'intimité et de profondeur. À l'ouest de Walden se trouvait White Pond, un lieu plus petit et moins connu. Ce petit étang avait une pureté qui rivalisait avec celle de Walden. Son eau claire et ses rives paisibles en faisaient un refuge parfait pour ceux qui cherchaient la solitude. Je le visitais occasionnellement, attiré par sa sérénité. White Pond est une sœur silencieuse de Walden, partageant la même limpidité, mais d'une manière plus modeste. Là-bas, je pouvais m'asseoir pendant des heures, écoutant le vent souffler doucement à travers les arbres et regardant les insectes danser à la surface de l'eau. White Pond était un rappel que la beauté ne se mesure pas à la renommée, mais à la capacité d'un lieu à toucher l'âme. Les hivers à Walden transformaient les étangs voisins en déserts de glace. Leur surface gelée scintillait au soleil, offrant un spectacle saisissant. Ces lieux, si vivants en été, semblaient entrer dans un sommeil profond, mais la vie y persistait de manière subtile. Je marchais souvent sur la glace des étangs, écoutant le craquement sous mes pas et observant les fissures qui semblaient raconter l'histoire de leur résistance au froid. Les étangs en hiver étaient des lieux de réflexion, des symboles de la résilience de la nature face aux défis. Même dans leur sommeil, les étangs sont des maîtres silencieux, enseignant la patience et l'adaptation. Visiter les étangs voisins m'apprit que chaque lieu, aussi modeste soit-il, a sa propre valeur et son propre rôle dans le grand ordre naturel. Walden était pour moi un centre spirituel, mais cela ne diminuait en rien l'importance des autres étangs. Ensemble, ils formaient un réseau d'interdépendance, un écosystème complexe et harmonieux. Chaque étang est un fragment d'un tout plus grand, une pièce du puzzle universel. Ces visites me rappelaient également l'importance de l'exploration. Même si Walden était ma maison, il était essentiel d'élargir mes horizons, d'aller au-delà de ceux qui m'étaient familiers. Chaque étang visité, chaque rive explorée était une nouvelle page d'un livre infini qu'est la nature. La curiosité est une clé qui ouvre les portes de la compréhension et de l'émerveillement. Après chaque excursion vers les étangs voisins, je revenais toujours à Walden avec une reconnaissance renouvelée. Ces voyages, bien qu'enrichissants, me rappelaient que Walden était plus qu'un lieu. C'était un état d'esprit, un sanctuaire où l'âme pouvait se retrouver. Walden n'était pas seulement un étang parmi d'autres, mais une maison, un miroir de mon âme. À proximité de Walden, au-delà des bois et des étangs, se trouvait la ferme Baker, une vieille propriété qui semblait appartenir à un autre temps. Cette ferme, avec ses champs et ses bâtiments usés par les intempéries, n'était pas seulement un vestige du passé, mais aussi un rappel des liens profonds entre l'homme et la terre. La ferme Baker était une relique d'une époque où l'homme vivait en harmonie avec la nature, bien qu'avec des moyens rudimentaires. La ferme Baker était un lieu simple, presque austère. Ses murs de bois semblaient avoir absorbé les saisons, portant les marques des étés brûlants et des hivers glacés. Les champs, bien qu'abandonnés, conservaient une beauté sauvage, envahie par les mauvaises herbes et les fleurs sauvages.
Je passais parfois devant la ferme lors de mes promenades, attiré par son calme et son histoire. Elle me rappelait une époque où la vie était plus simple, mais aussi plus difficile. Les hommes qui avaient cultivé cette terre travaillaient dur, mais ils étaient intimement liés à la nature. Ces chants, aujourd'hui silencieux, résonnent encore des efforts des générations passées. La ferme Baker était pour moi un lieu de réflexion. Assis sur un rocher près de ces champs, je me laissais souvent emporter par mes pensées. La vue des bâtiments abandonnés, avec leurs toits effondrés et leurs fenêtres vides, évoquait une mélancolie douce, un rappel que tout ce qui est bâti finit par revenir à la terre. La ferme était un poème de pierre et de bois, racontant l'histoire de ceux qui avaient osé dompter la nature, mais qui, finalement, avaient été rappelés par elle. Ces moments de méditation m'apprenaient à apprécier la fragilité de la vie humaine et la permanence de la nature. Tandis que les hommes et leurs constructions disparaissaient, la terre restait, toujours prête à se régénérer. La ferme Baker était aussi une leçon sur le passage du temps. Les champs, autrefois fertiles, les bâtiments qui avaient abrité des familles, tout cela était maintenant une ruine. Pourtant, ces vestiges portaient encore une certaine dignité, une preuve de l'effort humain face aux forces de la nature. Le passé ne disparaît jamais complètement. Il laisse des traces, des échos qui nous rappellent d'où nous venons. En observant la ferme, je pensais souvent aux agriculteurs qui y avaient travaillé. Quels étaient leurs rêves, leurs luttes, leurs joies? Ces questions, bien que sans réponse, ajoutaient une profondeur à ma compréhension de la condition humaine. La ferme Baker me rappelait également le lien profond qui unit l'homme à la terre. Cultiver la terre n'est pas seulement un acte de subsistance, mais aussi une forme de communion avec la nature. Les champs labourés, les graines semées, tout cela témoigne d'une foi dans le cycle de la vie. La terre, dans sa générosité, donne à l'homme bien plus qu'il ne pourrait jamais lui rendre. Malgré son état de délabrement, la ferme Baker était pour moi une source d'inspiration. Elle me montrait que, même dans la simplicité, il est possible de créer quelque chose de beau et de durable. Les murs de bois, bien que fissurés, tenaient encore debout, un symbole de résilience. Ce lieu, bien qu'abandonné, vivait encore dans la mémoire de la terre et de ceux qui passaient à proximité. Après avoir passé du temps près de la ferme, je retournai à Walden avec une reconnaissance renouvelée pour ma propre expérience. La ferme Baker, bien qu'un lieu de souvenir, était aussi un rappel des choix que j'avais faits. En vivant simplement, je cherchais à éviter les excès qui avaient peut-être conduit à l'abandon de cette terre. La ferme Baker était une leçon, une invitation à réfléchir sur la manière dont nous vivons et sur ce que nous laissons derrière nous. L'hiver à Walden apportait avec lui un silence particulier, un calme profond qui semblait envelopper la terre. Les bois, si vivants et bruissants durant les mois chauds, entraient dans une sorte de sommeil. Nous avons l'habitude d'entendre le roi hiver décrit comme un tyran fruste et furieux. Mais c'est avec la douceur d'un amant qui orne les tresses de l'été, préparant discrètement le renouveau, chaque flocon et chaque givre étant un hommage silencieux à la promesse du printemps. Les feuilles avaient quitté les arbres, laissant des silhouettes dénudées se dresser contre un ciel souvent gris. L'étang lui-même, pris dans la glace, était silencieux, comme figé dans une méditation hivernale. L'hiver est un moment où la nature, dans son dépouillement,
révèle ces vérités essentielles. Dans ce repli de la nature, où l'on trouve la paix dans l'immobilité, certains pourraient dire qu'ils se portent mal, qu'ils souffrent de l'hiver, du froid ou de l'obscurité. Mais la vérité, c'est que ceux qui souffrent ainsi ne se portent pas bien eux-mêmes. Ils cherchent ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas en eux, sans comprendre que la véritable harmonie naît de l'intérieur, quel que soit le temps. À mesure que les jours raccourcissaient et que le froid s'intensifiait, Walden se transformait. La surface de l'étang gelait lentement, devenant une étendue lisse et brillante qui réfléchissait la lumière du soleil comme un miroir. La neige recouvrait le sol, étouffant les bruits et créant une atmosphère feutrée. Les bois eux-mêmes semblaient ralentir. Les oiseaux migrateurs avaient disparu, laissant la forêt presque silencieuse, à l'exception du cri occasionnel d'une chouette ou du craquement des branches sous le poids de la neige. Cette immobilité n'était pas un vide, mais une forme de présence subtile, une pause dans le cycle de la vie. L'hiver à Walden était une page blanche, une invitation à écrire mes propres pensées sur le grand livre de la nature. Avec l'arrivée de l'hiver, mes visites au village et les rencontres avec les habitants se faisaient plus rares. La solitude devenait plus intense, plus palpable. Mais loin d'être accablante, elle m'offrait une opportunité de réflexion encore plus profonde. Je passais de longues heures à l'intérieur de ma cabane, près de mon poêle à bois, lisant et écrivant. Les flammes dansaient dans l'âtre, leur chaleur contrastant agréablement avec le froid mordant qui régnait à l'extérieur. Ces moments de calme étaient propices à l'introspection, à la contemplation des questions qui m'habitaient. Dans le silence de l'hiver, l'âme trouve une clarté que les tumultes de la vie quotidienne ne peuvent offrir. Même en hiver, la nature continuait de m'émerveiller. Les empreintes dans la neige racontaient des histoires invisibles, celles des renards chassant leur proie, des écureuils cherchant des noix cachées ou des cerfs traversant les bois à la recherche de nourriture. Ces traces étaient comme des messages laissés par des visiteurs furtifs. L'étang gelé devenait un nouveau terrain d'exploration. Parfois, je m'aventurais sur la glace, écoutant les craquements légers qui témoignaient de la tension sous mes pieds. La transparence de la glace me permettait d'entrevoir le monde en dessous, où la vie continuait, même sous cette épaisse couche de froid. L'hiver révèle une résilience discrète, une force cachée dans chaque être vivant qui persiste malgré l'adversité. La vie dans ma cabane, bien que simple, demandait une certaine discipline. Chaque jour, je devais ramasser du bois pour alimenter le feu, puiser de l'eau à un trou percé dans la glace de l'étang et veiller à ce que ma nourriture soit bien conservée. Ces tâches, bien que modestes, me donnaient un sens de l'accomplissement. Le poêle à bois était au centre de ma vie en hiver. Sa chaleur réconfortante et le crépitement du feu étaient des compagnons fidèles dans la solitude. Les soirées étaient longues, mais elles étaient remplies de lecture et d'écriture, des activités qui me permettaient d'explorer les profondeurs de ma pensée. Dans cette cabane isolée, je trouvais une richesse intérieure qui surpassait toutes les possessions matérielles. L'hiver m'enseigna l'endurance, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Les jours froids et les nuits glaciales mettaient à l'épreuve ma résilience. Mais ils me rappelaient également la force qui réside dans la simplicité et l'adaptation. L'homme, comme la nature, peut survivre à l'hiver s'il accepte ses conditions et apprend à en tirer le meilleur. Malgré les rigueurs de l'hiver, il portait en lui la promesse du printemps.
Chaque jour qui passait, chaque rayon de soleil qui perçait les nuages me rappelait que cette saison n'était qu'une étape dans le cycle de la vie. L'hiver, avec toute sa froideur, était un prélude au renouveau. Bien qu'austère, il prépare le terrain pour la renaissance. Il nous enseigne la patience et l'espoir. À Walden, mes compagnons les plus fidèles n'étaient pas des humains, mais les animaux qui peuplaient les bois et les l'étang. Ces créatures, si différentes de nous, partageaient pourtant les mêmes besoins essentiels: trouver de la nourriture, un abri et préserver leur existence. Elles étaient mes voisins dans le sens le plus authentique du terme, vivant à proximité et poursuivant leur vie dans une harmonie silencieuse. La nature est une communauté, et chaque créature y joue un rôle unique, une note dans la grande symphonie de la vie. Les oiseaux étaient parmi les créatures les plus visibles et les plus actives autour de Walden. Leurs chants remplissaient les matins et les soirées, offrant une musique naturelle qui rythmait mes journées. Les mésanges, avec leur curiosité joyeuse, s'approchaient parfois de ma cabane, picorant les miettes que je laissais sur le sol. Les geais bleus, quant à eux, étaient des figures plus imposantes, leurs cris perçants brisant parfois le calme des bois. J'observais également les hérons près de l'étang, leurs mouvements lents et gracieux, semblant être une méditation en action. Les oiseaux, dans leur liberté et leur simplicité, incarnent une sagesse que les hommes oublient souvent. Les écureuils étaient les acrobates des bois, se déplaçant avec une agilité incroyable, d'arbre en arbre. Ils étaient également des travailleurs infatigables, enterrant des glands et des noix pour les mois d'hiver. Leur persévérance et leur prévoyance étaient une leçon pour moi, un rappel de l'importance de la préparation et de l'effort. Les renards, plus discrets, traversaient parfois les clairières au crépuscule. Leurs regards vifs et leur démarche silencieuse témoignaient d'une intelligence et d'une prudence remarquables. Je les voyais comme des gardiens secrets de la forêt, toujours attentifs, toujours alertes. Chaque créature de la forêt est une leçon vivante, un exemple de survie et d'adaptation. L'étang lui-même était un théâtre où se jouaient les drames silencieux de la vie aquatique. Les poissons, invisibles la plupart du temps, révélaient leur présence par des éclaboussures soudaines ou des ondulations à la surface. Leur éclat argenté dans l'eau claire était un rappel de la beauté discrète de la nature. Les grenouilles, bien que moins visibles en hiver, faisaient entendre leurs chants en été, remplissant les nuits d'un concert hypnotisant. Ces amphibiens, avec leur capacité à vivre entre deux mondes, l'eau et la terre, symbolisaient pour moi l'adaptabilité et la résilience. Dans chaque mouvement des eaux, dans chaque saut d'une grenouille, il y a une vie riche et complexe que nous ne percevons que rarement. L'hiver révélait les activités des animaux sous une forme différente. Les traces laissées dans la neige racontaient des histoires invisibles. Un matin, je suivis les empreintes d'un lapin, observant comment elles zigzaguaient à travers la forêt. Ces traces étaient des signes de vie dans un paysage autrement figé. Parfois, je tombais sur des marques laissées par des cerfs, des sabots dessinant des chemins à travers les clairières. Ces moments étaient des rappels silencieux que, même en hiver, la forêt restait animée, pleine de vie discrète mais résiliente. La neige est une page blanche sur laquelle chaque créature écrit son passage.
Je n'interférais jamais avec ces animaux, préférant les observer à distance. Mon objectif n'était pas de les apprivoiser, mais de les comprendre et de les respecter. Je voulais être un habitant des bois, pas un intrus. Chaque interaction, aussi brève soit-elle, était une occasion d'apprendre et de m'émerveiller. Vivre avec les animaux, c'est apprendre à vivre avec la nature elle-même, à respecter ses rythmes et ses lois. Les animaux de Walden m'ont appris l'humilité. Leur simplicité, leur résilience et leur capacité à vivre en harmonie avec leur environnement étaient des qualités que les humains, avec leur complexité et leurs excès, avaient souvent oubliées. Les animaux vivent selon les lois de la nature, tandis que les hommes s'efforcent trop souvent de les contourner. Les animaux de Walden, dans leur diversité et leur discrétion, formaient une communauté silencieuse mais puissante. Ils étaient mes voisins, mes enseignants et mes compagnons dans cette quête de compréhension et d'harmonie avec le monde naturel. À Walden, j'appris que l'homme n'est qu'un membre parmi tant d'autres dans la grande famille de la vie. Lorsque l'hiver prenait pleinement possession de Walden, l'étang devenait un spectacle fascinant. Sa surface, autrefois claire et mouvante, se figeait sous une couche de glace épaisse et translucide. Cette transformation, bien que silencieuse, était puissante. Elle révélait la capacité de la nature à se métamorphoser, à s'adapter aux rigueurs de la saison. La glace de Walden n'était pas un simple phénomène naturel, mais une leçon vivante sur la résistance et la beauté dans l'adversité. J'observais avec fascination la manière dont l'étang se glaçait progressivement. Les premières nuits froides formaient une mince couche de givre qui captait la lumière du matin comme une fine dentelle. À mesure que le froid s'intensifiait, cette couche s'épaississait, devenant une surface lisse et brillante, capable de supporter le poids des hommes et des animaux. En marchant sur cette glace, j'écoutais les craquements légers qui résonnaient comme des chuchotements de la terre. Ces sons, loin d'être inquiétants, semblaient être une conversation entre l'eau prisonnière et l'air glacial au-dessus. La glace n'est pas un état de mort, mais un moment de silence, une pause dans le cycle incessant de la vie. La glace de Walden avait une transparence remarquable. À travers elle, je pouvais apercevoir les plantes aquatiques figées, les bulles d'air emprisonnées, et parfois même les poissons qui se déplaçaient lentement dans l'eau, encore libre sous la couche gelée. Cette clarté me rappelait que, même dans l'immobilité apparente, la vie continuait. Regarder à travers la glace, c'était comme contempler un autre monde, un univers suspendu dans le temps. L'hiver attirait parfois des hommes venus couper la glace pour l'exporter. Armés de scies et de pics, ils extrayaient de grands blocs qu'ils transportaient sur des traîneaux. Ces blocs, soigneusement découpés, étaient empilés et conservés dans des glacières pour être vendus dans les villes lointaines. Bien que cette activité fût purement utilitaire, elle avait une certaine esthétique. Les blocs de glace, avec leur pureté cristalline, ressemblaient à des joyaux. Leur extraction, bien que rude, révélait une collaboration entre l'homme et la nature. La glace, dans sa beauté et son utilité, était un pont entre la nature sauvage et les besoins humains. Le gel ne se contentait pas de transformer l'étang. Il façonnait également les bois et les champs environnants. Les branches des arbres se recouvraient de givre, créant des paysages scintillants. Les ruisseaux, pris dans la glace, formaient des sculptures naturelles,
des cascades figées dans une immobilité saisissante. Je me promenais souvent dans ces bois gelés, émerveillé par la créativité de la nature. Chaque branche, chaque pierre couverte de glace semblait être une œuvre d'art, une célébration silencieuse de l'hiver. Le gel est un artiste patient, transformant le monde en un musée éphémère. La glace et le gel m'enseignaient une leçon profonde. Ils me rappelaient que la vie, comme l'eau, peut être prise dans des périodes de stagnation, mais que cette immobilité est temporaire. Sous la surface gelée, les courants continuent de couler, invisibles mais persistants. La glace, dans son apparente immobilité, contient la promesse d'un mouvement futur, d'un dégel à venir. À mesure que l'hiver avançait, la glace commençait lentement à céder. Les premiers jours de dégel révélaient des fissures dans la surface, des ouvertures où l'eau reprenait vie. Ces changements, bien que subtils, portaient en eux la promesse du printemps. Je me tenais souvent au bord de l'étang, écoutant le bruit de la glace qui se fragmentait sous l'effet du soleil. Ces sons, à la fois doux et puissants, étaient comme une musique annonçant le renouveau. Le dégel n'est pas une fin, mais un début, une renaissance de la vie sous toutes ses formes. Le printemps à Walden était une renaissance. Après les mois glacials de l'hiver, la nature semblait s'éveiller d'un profond sommeil. Les bois, l'étang et les champs se métamorphosaient peu à peu, chaque jour apportant de nouveaux signes de vie. Ce moment de transition, où le froid cédait la place à la chaleur, était pour moi une source d'émerveillement et de réflexion. Le printemps est un rappel que la vie, malgré ses pauses et ses épreuves, est toujours prête à recommencer. Le réveil du printemps commençait discrètement. Les journées devenaient légèrement plus longues et les rayons du soleil, plus chauds, faisaient fondre la neige et la glace. L'étang, longtemps figé, commençait à libérer ses eaux. Les fissures dans la glace s'élargissaient, laissant apparaître une surface liquide où les reflets du ciel dansaient à nouveau. Les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres et les oiseaux revenaient, apportant avec eux leur chant joyeux. Ces signes, bien que modestes, annonçaient une transformation imminente. Chaque matin, je sortais de ma cabane avec une anticipation nouvelle, cherchant les indices subtils du printemps qui s'installait. Le printemps arrive doucement, comme un souffle léger, mais il porte en lui une énergie immense. L'étang de Walden, qui avait été un miroir de glace tout l'hiver, reprenait vie. Les eaux claires, libérées de leur prison, ondulaient sous l'effet du vent. Les grenouilles, silencieuses depuis des mois, entonnaient à nouveau leur chant. Les poissons, jusque-là cachés, revenaient à la surface, attirés par la chaleur du soleil. Je passais de longues heures à observer l'étang, fasciné par cette résurrection. Chaque mouvement, chaque éclat de lumière sur l'eau semblait être une célébration du retour de la vie. L'étang, dans sa renaissance, était un symbole de résilience et de renouvellement. Les bois, encore nus et silencieux à la fin de l'hiver, commençaient à se remplir de bruit et de couleurs. Les arbres, couverts de jeunes feuilles vertes, reprenaient leur majesté. Les fleurs sauvages s'épanouissaient dans les clairières, apportant des touches de couleur à un paysage qui avait été monochrome pendant des mois. Les animaux, eux aussi, se réveillaient. Les écureuils, les renards et les cerfs semblaient plus actifs, profitant de la douceur des journées printanières. Les oiseaux, avec leurs chants variés, remplissaient l'air d'une musique joyeuse. Les bois, autrefois endormis,
devenait une scène vibrante où la nature jouait son opéra annuel. Avec l'arrivée du printemps, je retournais à mon champ de haricots, prêt à semer de nouvelles graines. Le travail de la terre, après les mois d'inactivité hivernale, était une activité revitalisante. La terre, encore fraîche de la fonte des neiges, semblait prête à accueillir les graines, à nourrir une nouvelle vie. Cultiver la terre au printemps, c'est participer activement au cycle de la vie, une danse entre l'homme et la nature. Chaque coup de houe, chaque graine plantée était un acte de foi, une promesse de récolte future. Ce labeur, bien que modeste, me remplissait d'une profonde satisfaction. Il me rappelait que la vie, malgré ses défis, est toujours prête à offrir de nouvelles opportunités. Le printemps, avec sa douceur et son énergie, m'enseignait une leçon essentielle, la résilience. La nature, après avoir affronté les rigueurs de l'hiver, renaissait avec une force incroyable. Cette capacité à surmonter les épreuves et à recommencer était une source d'inspiration pour moi. Le printemps nous enseigne que, même après les périodes les plus sombres, il est possible de renaître, de retrouver la lumière. Chaque jour de printemps était une célébration. Le simple fait de sentir l'odeur de la terre humide, de voir les fleurs s'ouvrir ou d'entendre les chants des oiseaux était une source de joie. Ces moments, bien que simples, avaient une profondeur que je n'avais jamais perçue auparavant. Le printemps n'est pas seulement une saison, c'est une renaissance, une invitation à recommencer, à vivre pleinement. À Walden, la nature fut mon professeur. Elle m'apprit des leçons que ni les livres ni les discours ne pouvaient offrir. Chaque arbre, chaque animal, chaque brise portait en eux une sagesse universelle. En vivant parmi les bois, en observant les temps et en cultivant la terre, je découvris des vérités simples mais profondes sur la vie, le temps et l'essence même de l'existence. La nature, dans sa patience infinie, nous enseigne à voir au-delà des apparences, à écouter les vérités silencieuses. L'une des premières leçons que la nature m'apprit fut celle de la simplicité. Les bois, avec leur dépouillement et leur harmonie, me montraient que la vie n'a pas besoin d'être compliquée. Les oiseaux, les écureuils et même les arbres semblaient prospérer avec si peu, trouvant dans leur environnement tout ce dont ils avaient besoin. Simplifier, simplifier. Nos vies sont encombrées de détails inutiles qui nous empêchent de voir l'essentiel. En adoptant un mode de vie simple, j'ai découvert une richesse intérieure que je n'avais jamais connue. La simplicité n'était pas une privation, mais une libération. Elle me permettait de me concentrer sur ce qui comptait vraiment, la nature, les relations authentiques et la quête de sens. La nature m'enseigna également l'interconnexion de toutes les choses. À Walden, chaque être vivant, chaque élément du paysage jouait un rôle dans un équilibre subtil. Les arbres fournissaient un abri, les ruisseaux nourrissaient les plantes, et les animaux maintenaient un cycle de vie et de mort. En observant cet écosystème, je compris que rien n'existe en isolation. Nous sommes tous connectés, non seulement les uns aux autres, mais aussi à la terre, à l'eau et à l'air. Cette vérité, si évidente dans la nature, est souvent oubliée dans la vie humaine. La nature est un tissu d'interdépendance, et l'homme, malgré son arrogance, n'est qu'un fil parmi d'autres. Vivre à Walden me fit redécouvrir le temps. Contrairement à la société, où tout est précipité, la nature avance à son propre rythme, lent mais inexorable. Les saisons, les cycles de croissance et les transformations de l'étang me rappelaient
que certaines choses ne peuvent être précipitées. La patience est une vertu que la nature nous enseigne sans un mot, simplement par son exemple. Cette leçon m'a appris à accepter le flux du temps, à ne pas lutter contre lui, mais à m'y adapter. J'appris à apprécier chaque instant, à voir la beauté dans la lenteur et à comprendre que chaque chose arrive en son temps. La nature est un maître de la résilience. L'hiver rigoureux n'est pas une fin, mais une pause avant le renouveau du printemps. Les arbres ploient sous le vent, mais ne cassent pas. Les animaux trouvent des moyens de survivre, même dans les conditions les plus dures. Cette résilience m'inspira à surmonter mes propres défis. Elle me rappela que, comme la nature, l'homme a une capacité incroyable à s'adapter et à se relever après les épreuves. Vivre en harmonie avec la nature, c'est apprendre à embrasser le changement, à voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. La nature m'apprit également l'importance de l'instant présent. Les bois et l'étang, dans leur tranquillité, semblaient toujours vivre dans le maintenant. Ils ne se préoccupaient ni du passé ni de l'avenir, mais prospéraient dans l'éternité de chaque moment. L'instant présent est tout ce que nous avons, et la nature nous invite à en faire un sanctuaire. En apprenant à vivre dans le moment présent, j'ai trouvé une paix intérieure qui m'avait jusque-là échappé. J'appris à savourer les petites choses, le chant d'un oiseau, la lumière du soleil à travers les arbres, ou le clapotis de l'eau sur la rive. La nature ne donne pas de leçons avec des mots. Elle enseigne par sa présence, par ses cycles et par sa constance. Chaque matin, chaque coucher de soleil était une nouvelle leçon, une nouvelle occasion d'apprendre. La nature est un professeur silencieux, mais ses leçons résonnent plus fort que n'importe quel discours. Ce que j'ai appris à Walden, je crois que chacun peut l'apprendre. La nature n'appartient pas à une élite ou à un groupe particulier. Elle est là pour tous ceux qui sont prêts à l'écouter. Ces leçons ne sont pas compliquées, mais elles exigent une ouverture d'esprit et une volonté de ralentir. Si vous vous tenez immobile et ouvrez votre cœur, la nature vous montrera ce que vous avez toujours cherché. Après 2 années et 2 mois à Walden, je décidai de quitter ma cabane au bord de l'étang. Ce départ n'était ni un abandon, ni un échec, mais une étape naturelle dans mon voyage intérieur. Mon expérience à Walden avait été un chapitre essentiel de ma vie, mais il était temps d'en ouvrir un autre, de retourner à la société avec un regard renouvelé et un esprit enrichi. J'ai quitté les bois pour les mêmes raisons qui m'y avaient conduit, par désir de vivre délibérément et d'explorer les multiples facettes de la vie. Le retour à la civilisation ne fut pas un choc, mais un processus fluide. Les leçons apprises à Walden m'avaient préparé à réintégrer le monde avec une clarté et une sérénité nouvelles. Les rues du village, les conversations animées et même le tumulte des marchés ne me semblaient plus aussi oppressants qu'auparavant. Au contraire, je les voyais comme des expressions de la diversité de la vie. La société, avec tous ses défauts, est un miroir de l'humanité, un théâtre où se joue l'éternelle quête de sens. Je ne quittais pas Walden parce que j'avais épuisé ses leçons ou parce que la solitude m'avait pesé. Au contraire, ma décision venait d'une compréhension profonde. La vie ne doit pas être enfermée dans une seule forme. À Walden, j'avais appris ce que je pouvais de la nature, mais il était temps de réinvestir ces connaissances dans le monde humain. La vie est un fleuve, et pour en comprendre toute la richesse, il faut accepter de suivre ses méandres,
d'explorer ces rivages variés. Ce que j'ai emporté de Walden, ce n'était pas seulement des souvenirs ou des observations, mais une transformation intérieure. J'avais appris à vivre avec moins, à voir avec plus de clarté et à écouter avec plus d'attention. Ces leçons, je les portais avec moi dans chaque interaction, chaque décision. Ce n'est pas seulement à Walden que j'ai vécu, c'est dans chaque moment où j'ai été pleinement présent, pleinement conscient. En quittant Walden, je réalisais que mon expérience n'était pas unique. Tout le monde, à sa manière, peut trouver son propre Walden, un lieu ou un état d'esprit où l'on peut explorer ce qui compte vraiment. Ce n'est pas une question de lieu, mais de choix. Choisir de simplifier, de ralentir et de se connecter à l'essentiel. Chaque homme possède une cabane invisible, un refuge intérieur où il peut retourner pour se retrouver. Le véritable enseignement de Walden n'était pas dans la solitude ou dans la nature en elle-même, mais dans la manière de vivre. À Walden, j'ai appris à vivre délibérément, à accorder mes actions à mes valeurs et à m'efforcer de trouver un équilibre entre le besoin de retrait et celui de participation. Vivre délibérément, c'est refuser de se laisser emporter par le courant. C'est choisir chaque pas, chaque mot, chaque geste avec conscience. Revenir à la civilisation ne signifiait pas abandonner les leçons de Walden, mais les appliquer dans un contexte différent. La société, avec ses complexités et ses contradictions, était un défi plus grand, mais aussi une opportunité plus riche. Les idées que j'avais cultivées au bord de l'étang pouvaient maintenant être testées et partagées. Walden était un laboratoire, mais la société est le champ où se jouent les véritables expériences de la vie. En quittant Walden, je savais que la quête ne s'arrêtait pas là. La vie est un voyage, une série d'étapes où chaque destination prépare la suivante. Walden n'était qu'un début, une fondation sur laquelle je pouvais bâtir le reste de mon existence. Il est temps de partir, non pour fuir ce que j'ai trouvé, mais pour le porter avec moi dans de nouveaux horizons. Merci d'avoir écouté. Que la quiétude de cette nuit vous enveloppe et vous permette de vous reconnecter à vous-même, tout comme Walden a su le faire pour Thoreau.